Vous écoutez Arte Radio. Ce podcast évoque des scènes de violence. Attention aux oreilles sensibles. Délit mineur. Chronique d'audience d'une assesseure au tribunal pour enfants de Bobigny, Seine-Saint-Denis. Assesseur, ça veut dire qu'en plus de mon travail de prof de fac, je siège une fois par mois comme juge bénévole au tribunal pour enfants de Bobigny. Au chemin vert. C'est l'histoire d'une petite bande qui volait des téléphones dans le quartier du chemin vert à Bondy. Un quartier pas vraiment vert, une cité pas vraiment rose non plus. Ils sont là, devant nous, à la barre, 5 jeunes noirs de taille et de corpulence un peu différentes. Mohamed, Nilson, Ousmane, Sedan et Malik. Pour faciliter les choses, la juge leur a demandé de se ranger par ordre alphabétique. On les juge pour 12 vols en réunion avec violence. Ils ont 19 ans et ils risquent jusqu'à 3 ans et demi d'emprisonnement. La mère de Malik est là. J'ai lu dans le dossier qu'elle est femme de ménage et qu'elle élève seule ses 5 enfants. Les autres parents ne sont pas là, c'est fréquent quand les jeunes sont devenus majeurs. On démarre l'examen des faits. À l'époque, ils ont 14 ans. Ils sont tous de Bondy, mais pas des mêmes quartiers. Ils ont fait connaissance dans un dispositif qui regroupe les collégiens de la ville qui se sont fait exclure temporairement de leur établissement. C'est là, entre 2 ateliers censés les raccrocher au scolaire, qu'ils imaginent leur plan. Et très vite, ils passent à l'action. Le repérage des victimes se fait en fonction du téléphone, mais pas seulement. Il faut aussi que ça soit des cibles faciles. Forcément, ils n'ont que 14 ans. Du coup, c'est souvent des femmes. Et tant pis s'il y a une poussette. Une fois que la victime est repérée, le petit groupe la suit. Le moment venu, Nilson donne le signal. Il se rapproche de la victime, l'étrangle, et les autres lui prennent son téléphone. Une fois, Nilson serre tellement fort qu'une femme perd connaissance. À la moindre résistance, les victimes sont jetées à terre et rouées de coups. La police a pu identifier 12 victimes, mais il y en a sûrement plus. À cette époque, des équipes comme celle de Nilson, il y en avait 3 qui opéraient en même temps dans le quartier du chemin vert. À la barre, Mohamed, Nilson, Ousmane et Sedan se marrent, bâillent, se grattent la jambe. Ils ne se rappellent plus des vols. Ils disent que c'est loin tout ça, ça fait 5 ans. Nilson, c'est le plus désinvolte de tous. Il soupire à chaque question. Je l'ai déjà jugé il y a quelques mois. C'était déjà pour un vol avec violence. On avait dû le relaxer, faute de preuves. Cette fois, vu ce qu'il y a dans le dossier, ce ne sera pas une relaxe. Le seul qui prend tout ça au sérieux, c'est Malik, le grand ado un peu massif qui se tient tout à droite. Malik reconnaît les faits et il assume sa participation aux violences. Il dit qu'il est vraiment désolé pour tout ça. J'ai lu dans le dossier que Malik a été exfiltré de Bondy après cette histoire de vol de téléphone. Sa mère l'a envoyé vivre à Saint-Étienne chez un frère à elle qui travaille là-bas comme électricien. Ça a été très dur au début, mais Malik a réussi à sortir la tête de l'eau avec l'aide de son oncle et des éducateurs du coin. Il a retrouvé le chemin de l'école et il a décroché un CAP. Aujourd'hui, il travaille et il vit toujours là-bas. La juge demande aux jeunes d'aller s'asseoir. Malik rejoint sa mère, les autres s'installent ensemble un peu plus loin. Une avocate se lève. Je vois alors une forme étrange derrière elle. Je mets un petit moment à comprendre que c'est quelqu'un. C'est une des victimes. La seule qui soit venue. C'est une femme noire, complètement recroquevillée sur elle-même, la tête enfouie dans une grosse doudoune qu'elle tient serrée sur ses genoux. Elle tremble de tout son corps et elle étouffe des cris dans son manteau. Son avocate lui glisse un mot à l'oreille pour la rassurer. Elle raconte la brutale agression dont sa cliente a été victime alors qu'elle rentrait chez elle. Elle décrit la violence de l'étranglement et des coups qu'elle a reçus dans le ventre et dans le visage quand elle était par terre. Ce jour-là, sa cliente a cru mourir. Depuis, sa vie a complètement changé. Elle ne travaille plus, elle dort mal, elle a tout le temps des migraines, elle fait des crises de panique, elle ne sort jamais toute seule.
Pendant que l'avocate parle, Nilsson est sur son téléphone. De temps en temps, il tend l'oreille et secoue la tête, l'air de dire « c'est vraiment n'importe quoi ce procès ». Mohamed, Ousmane et Sedan, eux, écoutent avec gravité au début. Mais après, ils se relâchent, ils se mettent à parler entre eux. Sedan finit lui aussi par sortir son téléphone. C'est consternant, mais je me dis aussi que c'est sûrement un réflexe de protection. Cette silhouette informe, ce bloc de souffrance qui gémit en pleine salle d'audience, c'est difficilement supportable. J'imagine qu'il y a aussi des enjeux de camaraderie. Pas question d'afficher de la sensiblerie devant les autres, il faut tenir le rang. Malik, lui, il ne quitte pas des yeux la victime. Il écoute, raide sur sa chaise. Quand l'avocate explique que sa cliente était enceinte au moment des faits et qu'elle a fait une fausse couche après l'agression, il se décompose. C'est comme si une grande trappe venait de s'ouvrir sous ses pieds et qu'elle l'aspirait tout entier. De ma place, j'ai l'impression que moi aussi ça m'aspire. L'avocate rappelle aussi que sa cliente était sans papier à l'époque. Après l'agression, elle n'a pas pu avoir accès à des soins. Elle avait trop peur de se faire expulser. Aujourd'hui, elle est en règle, mais psychiquement, c'est une autre histoire. Sans papier, précaire, invisible, cette femme, ça aurait pu être la mère de chacun des jeunes qu'on juge aujourd'hui. La juge fait revenir tous les prévenus à la barre. Et elle leur demande s'ils ont quelque chose à ajouter pour leur défense avant qu'on suspende pour délibérer. Malik veut parler. Il se tourne vers la victime, toujours recroquevillée. Il lui demande pardon, même s'il sait que c'est impardonnable. Mohamed et Ousmane veulent parler aussi. Eux qui juraient n'avoir rien fait tout à l'heure, ils reconnaissent maintenant les vols et les violences. Ils s'excusent pour tout le mal qu'ils ont fait aux victimes. Sedan ne veut pas parler. Nilsson, lui, dit qu'il n'a rien à dire. Après un rapide délibéré, on condamne Mohamed, Nilsson, Ousmane et Sedan à 8 mois de prison avec sursis. Ça peut sembler pas cher payé, mais au moment des faits, ils avaient 14 ans et aucun antécédent. En vrai, c'est une peine lourde. Malik a pris 2 mois de moins. On a voulu prendre en compte son attitude tout au long de l'audience. On les condamne aussi à verser solidairement 1 500 € de dommages et intérêts aux parties civiles. Cette fois, Nilsson accuse le coup. Il ouvre grand les yeux et demande à la juge de répéter combien il va devoir payer. Elle répète la somme et lui dit de ne pas s'inquiéter. Son avocate va tout lui expliquer. C'est fini. Nilsson sort de la salle en pestant contre le tribunal. Sedan, Ousmane et Mohamed sortent à leur tour sans demander leur reste. Malik, lui, marque un temps d'arrêt devant la porte. Il tourne la tête vers la victime. Il voudrait croiser son regard. Mais elle regarde ailleurs. Sa mère lui dit qu'il faut y aller. En regardant Malik s'éloigner, je repense à Saint-Étienne, à cette brutale exfiltration de Bondy et à cette vie reconstruite, loin de la banlieue. Je me dis que ce pas de côté a sans doute été déterminant dans sa trajectoire. Ça lui a permis aujourd'hui de vivre pleinement cette rencontre douloureuse avec l'une des victimes. Je me dis aussi qu'ils sont tous en chemin. Certes, pas au même stade, mais tous en chemin. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Délit mineur sur Arte Radio.